Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 novembre 2025. Notre ami, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Salut, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Permettez-moi de commencer, professeur, parce que nous avons entendu du Liban. Il semble que des drones israéliens survolent Beyrouth. Quand vous regardez la situation là-bas, pensez-vous que nous nous dirigeons vers une sorte de confrontation entre les Libanais, peut-être même l'armée libanaise, ou le Hezbollah et les forces israéliennes? Oui, c'est possible. Netanyahou est une personne qui a clairement besoin de crise pour rester au pouvoir. C'est une discussion que nous avons depuis plus de 2 ans maintenant, et je pense que beaucoup de vos invités pensent probablement la même chose. Dès le début, il était évident que Netanyahou ne voulait pas la paix. Pendant les 2 ou 3 premiers mois, beaucoup de gens prédisaient que le génocide s'arrêterait, mais il a continué encore et encore. Et Biden n'a rien fait à ce sujet. Puis Trump n'a rien fait non plus. Tous l'ont permis, les 2 présidents, les Européens. Et à chaque fois, au lieu de reculer, Netanyahou allait plus loin. Donc que ce soit à Gaza, au Liban, en Syrie, où lui, Erdogan et Biden ont ensemble renversé le gouvernement syrien, ou au Yémen, c'est le même schéma. Toutes ces escalades sont survenues en raison des besoins propres de Netanyahou, et bien sûr de ceux de ses alliés qui le maintiennent au pouvoir. L'aile droite fanatique. La guerre avec l'Iran était du même ordre. Nous savons désormais que le secrétaire d'État américain et le conseiller à la sécurité nationale ont menti et que les États-Unis, Trump, étaient derrière la guerre depuis le premier jour. Mais au bout du compte, tout reposait sur les besoins de Netanyahou. La raison pour laquelle je pense que Trump cherche sans cesse à obtenir une sorte de pardon pour Netanyahou est probablement que le régime Trump et de nombreux sionistes reconnaissent que Netanyahou est en train de détruire le régime israélien. Nous voyons maintenant comment, à l'intérieur des États-Unis, les gens se sont retournés contre lui. D'abord les gauchistes, puis les libéraux, et maintenant la droite. C'est une guerre civile que les sionistes sont en train de perdre sur tous les fronts, et cela ne fera qu'empirer. Je pense donc que Trump voudrait probablement qu'il obtienne une grâce afin qu'il ne ressente pas le besoin de poursuivre cette guerre. Que ce soit vrai ou non, c'est une autre question. Mais pour l'instant, je pense que nous devons nous attendre à une escalade, que ce soit à Gaza, au Liban ou avec l'Iran. Voici ce qu'a dit Donald Trump. Il semble qu'il envisage de nouvelles sanctions contre l'Iran, car on l'a interrogé sur les sanctions contre la Russie que les républicains se préparent à imposer. Et en répondant à cette question, il a dit quelque chose à propos de l'Iran. Voici ce qu'il a dit, professeur. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il faisait cela, et cela me convient. Les républicains adoptent une législation très stricte, sanctionnant, etc., etc., tout pays faisant des affaires avec la Russie. Il pourrait y ajouter l'Iran. Comme vous le savez, c'est moi qui l'ai suggéré. Ainsi, tout pays qui fait des affaires avec la Russie sera très sévèrement sanctionné. Nous pourrions ajouter l'Iran à la formule. Il veut ajouter l'Iran aux sanctions. Mais après tout, en regardant l'attitude de l'administration Trump, que veulent-ils accomplir? Parce que je ne sais pas s'il existe une autre sanction, une sanction supplémentaire qui puisse être imposée à l'Iran. Parce que tout est déjà. Nima, tu dois commencer à apprendre l'anglais. Moi aussi, il y a un mot qui s'appelle maximum. C'est ce qu'on appelle pression maximale. Nous devons apprendre ce mot. Apparemment, cela ne veut pas dire, d'après ce que nous comprenons, cela ne veut pas dire le plus. C'est pression maximale.
Vous savez, apparemment ça ne veut plus dire ce que nous pensions que cela voulait dire. Donc nous devons réapprendre la langue anglaise. Quand Trump dit qu'il a imposé des sanctions de pression maximale, cela ne veut apparemment pas dire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Donc évidemment, ton anglais et le mien doivent s'améliorer. Nous devons, vous savez, le maximum signifie apparemment quelque part au milieu. Mais au bout du compte, il a déjà imposé des sanctions de pression maximale. Que peut-il faire de plus? Que peut-il faire contre l'Iran? Rien. Les sanctions contre la Russie ne sont pas aussi étendues que celles contre l'Iran. Je veux dire, les Russes affirment être le pays le plus sanctionné au monde. En réalité, ce n'est pas le cas. Ils se rapprochent de plus en plus de l'Iran. Mais le régime de sanctions iranien est très complet et remonte à plusieurs décennies. Ce qu'il fait, c'est pousser d'abord la Russie à se rapprocher de l'Iran. Ensuite, en faisant adopter cette loi par le Congrès, il ferme la porte à toute négociation. Pourquoi? Parce qu'une partie du régime de sanctions repose sur la loi et une autre partie sur l'autorité présidentielle. Si les sanctions relevant de l'autorité présidentielle disparaissent, transférées au Congrès, alors il n'y aura plus de négociations possibles à l'avenir, car le gouvernement américain ne pourra plus rien lever. Ainsi, son champ d'autorité, et les États-Unis sont très doués pour imposer des sanctions, mais très mauvais pour les lever. Nous en avons déjà parlé. Nelson Mandela, lorsqu'il était à la tête de l'ANC, avait été déclaré terroriste par les États-Unis, et l'ANC une organisation terroriste. Il a été libéré de prison. Il était toujours considéré comme un terroriste. Il est devenu président. Il restait un terroriste. Il a terminé son mandat. Toujours un terroriste. Des années plus tard, après s'être retiré de la politique, les États-Unis ont finalement retiré lui et l'ANC de la liste des organisations terroristes. Une fois que les États-Unis imposent quelque chose, ils ne le retirent pas facilement. Ainsi, la motivation pour toute négociation entre l'Iran et les États-Unis diminue, car ils savent que si Trump envoie quelqu'un pour discuter avec l'Iran, cette personne n'a aucune autorité. Le JCPOA lui-même était limité en partie parce que le gouvernement américain de l'époque n'avait pas le pouvoir de lever toutes les sanctions. Il n'avait le pouvoir d'en lever que certaines. Le reste provenait de sanctions imposées par la loi. En agissant ainsi, Trump ferme la porte à l'Iran et à la Russie pour une très longue période. Et c'est une bonne chose pour l'Iran, car cela permet à la Russie d'élaborer une planification à très long terme avec l'Iran à l'avenir, puisqu'ils savent qu'une fois les lois adoptées, elles ne seront pas abrogées. Le président pourrait vouloir les supprimer, mais le Congrès pourrait ne pas être d'accord. En plus de cela, nous avons vu comment les États-Unis et les Européens ont récemment tenté d'utiliser le mécanisme de rétablissement automatique des sanctions contre l'Iran, et nous en avons parlé dans votre émission. Ils le présentaient, à travers leurs médias et leur propagande en langue persane, comme une mesure décisive, quelque chose qui écraserait l'économie iranienne. Et je crois avoir dit dans votre émission que pendant un certain temps, cela allait effrayer les marchés. Mais après quelques semaines, une fois qu'ils l'ont utilisé, et que les gens constatent que ça n'a aucun effet, ils perdent leur levier. Les États-Unis ont perdu leur influence. Et je pense que le mécanisme de réactivation qu'ils ont essayé d'utiliser en est une preuve évidente. Non seulement ils ont rapproché la Russie et la Chine de l'Iran, et publié cette déclaration affirmant qu'ils ne reconnaissent aucune des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, mais ils ont aussi montré aux Iraniens ordinaires que la tentative européenne et américaine d'écraser l'économie a complètement échoué. En ce moment, personne à Téhéran ne parle de réactivation. Personne ne parle de nouvelles sanctions, parce qu'il ne s'est rien passé. Alors Trump, maintenant, encore une fois, toi et moi devons réapprendre notre anglais.
les sanctions de pression maximale. Une fois qu'elles ont été imposées, qu'est-ce qu'on peut imposer de plus pour que ce soit plus que maximal? À moins que, encore une fois, toi et moi devions réapprendre le mot « un signifie step forward de différent est appris triangle ». Je considère donc que c'est une entreprise inutile. C'est bénéfique pour l'Iran, car cela pousse les Russes à oublier définitivement l'Europe et les États-Unis et à repenser complètement leur politique étrangère. Et nous serons là pour dialoguer avec eux. Les Iraniens ont pris une décision décisive. Vous connaissez la politique iranienne. Vous avez vu comment le président du Parlement et d'autres ont parlé des relations de l'Iran, et comment le président du Conseil suprême de sécurité nationale, le Dr Larijani, le ministre des Affaires étrangères, le président, comment tous ont évoqué la relation de l'Iran avec la Russie et la Chine. L'Iran a donc pris une décision. Et en agissant de cette manière, que ce soit à l'égard de la Russie, de la Chine ou de quiconque, les États-Unis ne font que consolider cette politique pour les Iraniens. Professeur Marandi, nous avons entendu certains rapports affirmant que l'Iran a envoyé des alertes d'urgence sur les téléphones portables des citoyens à l'échelle nationale, laissant entendre qu'ils pourraient se préparer à la guerre en décembre. Quelle est la position des responsables iraniens à ce sujet? Croient-ils réellement qu'il va y avoir une nouvelle série d'attaques ou une forme de guerre? Ou envisage-t-il plutôt la possibilité de discussion et de s'égacer une communication? Non, ils ne croient pas qu'il va y avoir une guerre, ni que la guerre soit impossible. Il n'y a aucun changement à Téhéran. La conviction à Téhéran est qu'il faut se préparer à la guerre afin d'empêcher le régime israélien et ses alliés occidentaux de mener de nouvelles agressions. Et s'ils commettent malgré tout une agression, ils doivent en payer le prix. C'est la politique qu'ils mettent en œuvre, se défendre, renforcer leur capacité de défense et renforcer leur capacité offensive. Et bien sûr, puisque le régime israélien est barbare, puisque l'Union européenne est barbare, puisque les Britanniques, les Canadiens et les Américains, tous ces régimes sont barbares, les Iraniens savent qu'il peut y avoir une attaque surprise à tout moment. Ils viseront des immeubles d'habitation, ils viseront des enfants, ils viseront des familles. Et ensuite, les médias occidentaux diront qu'il s'agit de frappes de précision et d'un coup de maître du renseignement. Mais en réalité, ils viseront des gens ordinaires. Les Iraniens se préparent donc, et l'un des moyens de préparer le pays consiste à mettre en place un mécanisme capable d'alerter immédiatement la population afin qu'elle soit prête en cas d'attaque, ou s'il survient un autre problème, comme un tremblement de terre ou une catastrophe naturelle. Mais c'est quelque chose de très simple. Les Iraniens travaillent à améliorer la capacité du pays à protéger ses citoyens. Il n'y a pas de nouvelles informations concernant une guerre potentielle. Les Iraniens partent du principe qu'il pourrait y en avoir une, non pas parce qu'ils croient nécessairement qu'elle aura lieu, mais parce que, pour être mieux préparés, ils doivent supposer qu'une agression pourrait se produire. Il est donc possible qu'il y ait une guerre en décembre, et il est possible qu'il n'y en ait pas. Mais les Iraniens se préparent comme si la guerre pouvait commencer ce soir. Comme nous l'avons appris du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, il a déclaré que les Américains essayent de dialoguer avec les Iraniens. Ils insistent pour des pourparlers. Mais quoi qu'il arrive, professeur Marandi, pensez-vous que la première étape pour que les Américains montrent qu'ils sont sérieux à propos des négociations, s'ils veulent vraiment entamer une forme de dialogue avec les Iraniens, serait de commencer à lever les sanctions contre l'Iran? Serait-ce la première mesure qui pourrait fonctionner? D'accord, laisse-moi souligner quelque chose ici.
Je ne sais pas si tu le sais, Nima, mais ton émission est regardée par certaines personnes qui ont réellement de l'influence. Et je le sais parce qu'on me l'a dit. Ces derniers temps, enfin récemment, j'ai eu des discussions avec des gens venant de l'Occident en général. Et le problème dans nos échanges, je pense, était clair, et je le leur ai fait remarquer. Le problème en Occident, Nima, c'est qu'ils ne peuvent pas reconnaître que l'Iran ne va pas disparaître. Ils aiment croire à leur propre propagande que l'Iran est un régime. Souvent, quand je parle de régimes occidentaux, je le dis parce que c'est ainsi qu'ils parlent de l'Iran. Donc je réagis de la même manière en tant qu'Iranien ou en tant que critique de l'Occident. Ils considèrent que l'Iran est un régime et qu'un régime est quelque chose d'instable. Ainsi, s'il y a des manifestations quelque part, si un groupe d'hommes ou de femmes proteste, ils disent « Oh, il y a de l'instabilité ». Mais en Occident, s'il y a les gilets jaunes ou si des gens descendent dans la rue pour manifester, ils ne disent jamais « Oh, il y a de l'instabilité en Europe ou aux États-Unis ». En revanche, si la même chose se produit en Iran, ils appellent cela de l'instabilité. Si en Occident, il y a des affrontements entre les membres d'une coalition ou entre le parti d'opposition et le gouvernement, ils appellent cela des freins et contrepoids, de la politique. En Iran, on appelle cela une lutte de pouvoir. Exactement. Donc en Iran, nous faisons de la politique tous les jours. Les sites web, les chaînes Telegram, ils s'attaquent les uns les autres sur Twitter. Différentes factions, les partisans du gouvernement, les opposants au gouvernement, les partisans, je ne sais pas, du chef du pouvoir judiciaire, ses opposants, le Parlement, le guide, tout le monde. On voit cela tout le temps en Iran, mais ils ne le reconnaissent pas, car ils vivent dans leur propre bulle, où l'Iran est perçu comme un régime instable. Et c'est pourquoi, lorsque le régime israélien a attaqué, ils ont tous pensé que l'Iran allait s'effondrer, parce qu'ils croient à leurs propres absurdités. Ils ne comprennent pas que l'Iran est un pays très sophistiqué, doté de freins et contrepoids. Il y a une participation publique à la vie politique. Les femmes iraniennes sont bien plus autonomes que dans d'autres parties de la région, et je dirais qu'elles sont bien plus respectées que les femmes occidentales en Occident. Les femmes iraniennes peuvent marcher seules dans les rues de Téhéran à minuit, et elles peuvent être assez sûres que personne ne les touchera, que personne ne les importunera. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire de nombreuses villes occidentales. En Iran, nous avons des femmes scientifiques, des femmes parlementaires, des femmes universitaires, des femmes conductrices de taxi et des femmes pilotes. Mais ils veulent voir tout ce qui concerne l'Iran comme anormal, l'Iran simplement comme un régime. Et donc, dans leur esprit, un régime n'a pas de permanence. Il est destiné à tomber. Ils ne pensent jamais à l'Iran dans 20 ans. Ils diront, dans 20 ans, ce sera différent. Nous attendrons. Ils croient que les chances de changement sont plus grandes que la stabilité de l'Iran. Ou disons qu'ils parlent du dirigeant. Que se passera-t-il après lui? Qu'on n'en doute pas, le dirigeant est en très bonne santé. Et dans 5 ou 10 ans, s'il venait à disparaître, il y aurait un nouveau dirigeant. Le processus constitutionnel aura lieu et vous aurez toujours la même République islamique d'Iran. Mais ils ne peuvent pas voir cela à travers leur bulle. Cette bulle les protège de la réalité. Ainsi, lorsqu'ils négocient, ils ne peuvent pas vraiment négocier avec l'Iran. Et ils ont le même problème avec la Russie, d'ailleurs, et avec la Chine. Ils pensent que ces pays vont disparaître parce qu'ils se considèrent comme normaux et voient tout le reste du monde comme anormal. Et tous ceux qui sont anormaux, croient-ils, ne dureront pas. Mais eux, si. En réalité, à cause de cela, ils ne peuvent pas négocier avec l'Iran de manière efficace, car ils ne reconnaissent pas que l'Iran n'a pas peur de sa position. Il est très sûr de lui. Il connaît sa propre force. Donc, l'Iran ne va pas se laisser intimider par Trump. Quand Trump dit que l'Iran doit abandonner l'enrichissement nucléaire,
l'Iran ne va pas le faire. Si Trump dit que l'Iran doit renoncer à ses capacités balistiques, l'Iran ne le fera pas non plus. Il pense qu'à travers les sanctions, l'intimidation et la guerre, ils peuvent imposer un changement. Cela ne va pas changer. Et je pense qu'ils ont été prouvés faux encore et encore. Mais parce qu'ils vivent dans cette bulle, la réalité ne les atteint toujours pas. Ils pensent, la prochaine fois, espérons la prochaine fois le régime, comme ils aiment l'appeler, aura disparu. Tant que les États-Unis et les Européens ne prendront pas les négociations au sérieux, tant qu'ils ne reconnaîtront pas que l'Iran est là pour rester, eh bien, l'Iran existait des milliers d'années avant la naissance des États-Unis, des milliers d'années avant l'apparition des pays européens, et il sera probablement encore là, bien après le déclin des États-Unis, grâce à Trump et à ceux qui lui ressemblent. L'Iran sera probablement là pour encore très, très longtemps. S'ils en viennent à reconnaître que l'Iran est un pays normal, que lorsqu'il y a un débat en Iran, il ne s'agit pas de querelles internes ou de luttes intestines, mais de politique, alors les choses pourraient changer. Lorsque des manifestations ont lieu en Iran, s'ils les considèrent de la même manière qu'ils regardent les manifestations dans leur propre pays et qu'ils y voient quelque chose de normal, alors ils pourront venir négocier avec l'Iran de manière réaliste. Tant que cela n'arrivera pas, tant qu'il n'y aura pas de changement de mentalité en Occident, tant que cette bulle d'arrogance n'aura pas éclaté, je crains de ne pas être optimiste quant à un véritable changement durable dans la relation. J'aimerais avoir de meilleures relations avec l'Europe. J'aimerais avoir des relations normales avec les États-Unis. Mais le problème ne vient pas de Téhéran. Il n'est jamais venu de Téhéran. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent tout simplement pas à comprendre. L'Iran n'est pas anti-américain dans le sens où il détesterait les États-Unis en tant que nation. L'Iran s'oppose à la politique étrangère américaine parce que cette politique est agressive, abusive et hégémonique, et parce que les États-Unis ont des ambitions impérialistes. C'est une puissance impérialiste qui veut encore plus de pouvoir. L'Iran ne l'acceptera pas. Voilà la situation. Si les États-Unis se comportaient différemment les Américains aiment se plaindre des Iraniens qui scandent « mort à l'Amérique ». Récemment encore, on a vu le fils de Trump dire que les Iraniens, chaque jour, scandent « mort à l'Amérique ». Comme si, en se promenant dans les rues de Téhéran, on entendait les gens le crier. Lors de cérémonies, des cérémonies politiques, quand les gens scandent « mort à l'Amérique », c'est comme dire « Yankee, rentre chez toi ». Ce n'est rien de plus que cela. Quand les gens disent « Yankee, rentre chez toi » en Amérique latine, ils ne veulent pas dire que les Américains présents dans ces pays devraient partir. Non, ils parlent du régime de Washington. Donc, quand ils disent « mort à l'Amérique », ils parlent de la politique étrangère des États-Unis, tout comme avec l'Union soviétique. Tu ne t'en souviens peut-être pas, tu es plus jeune. Mais autrefois, les Iraniens scandaient aussi « mort à l'Union soviétique », parce que l'Union soviétique avait envahi l'Afghanistan et soutenait Saddam Hussein. Après que l'Union soviétique a changé de politique vers la fin, après la perestroïka et la glasnost sous Gorbatchev, la relation s'est améliorée et les Iraniens ont cessé de scander des slogans contre l'Union soviétique. Bien sûr, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la relation avec la Russie est devenue normale. Et aujourd'hui, on voit que cette relation est excellente. La relation entre l'Iran et la Russie est excellente. Elle est aujourd'hui meilleure qu'elle ne l'a probablement jamais été. Donc, le problème avec les États-Unis, je suis désolé de prendre autant de temps pour répondre, c'est qu'ils n'arrivent pas à se confronter à la réalité. Ils ne parviennent pas à l'accepter. Lorsqu'ils y parviendront, ils pourront améliorer la relation. Mais d'ici là, je pense que les choses resteront ainsi.
Les Européens et les Américains continueront d'essayer de faire quelque chose, mais cela ne sera ni utile ni très influent. Et il ne s'agit pas seulement de l'Iran. De plus en plus, leur comportement envers la majorité mondiale est erratique, arrogant et les isole plus que quiconque. Nous avons eu, professeur Marandi, pendant la guerre entre l'Iran et Israël, la chancelière allemande qui a déclaré qu'Israël faisait notre sale travail contre l'Iran. Beaucoup d'entre nous se sont demandé quel est le problème entre l'Iran et l'Allemagne. Je n'ai jamais rien vu en Iran contre l'Allemagne de toute ma vie. Et comme je suis de près la politique iranienne, à la fois interne et externe, qu'en pensez-vous, selon vous? Vous savez, avant le corona, en fait il y a peut-être 14 ou 15 ans, il y a longtemps, une délégation de parlementaires, des députés allemands, est venue à Téhéran. L'un d'eux était une femme du Parti vert, et elle était très arrogante. Ils sont venus dans ma faculté, et j'étais parmi 4 ou 5 professeurs, enfin ils étaient 5 ou 6 je crois, et nous étions assis en train de discuter. Elle a commencé à nous faire la leçon, à parler des droits de l'homme et de la façon dont nous les violons, et toutes ces absurdités. Et je lui ai dit, c'est vous qui violez mes droits de l'homme. J'ai survécu à 2 attaques chimiques à cause de votre régime. L'un de mes collègues, il a pris sa retraite récemment, a perdu son frère à cause d'armes chimiques il y a seulement quelques années. Je ne me souviens plus si c'était après ou avant cela, mais j'ai dit que son frère était soit mort, soit très malade à cause de leurs armes chimiques. Les Allemands ont joué un rôle très malfaisant dans l'histoire contemporaine de l'Iran. Les Allemands nous ont gazés. Ils parlent des chambres à gaz. Eh bien, c'est ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont gazés. Ils ont essayé de nous tuer. Ils ont aidé Saddam Hussein à massacrer 6500 personnes à Halabja. Je suis allé à Halabja peu après. Ce sont les Allemands qui ont fait cela. Alors, quand ils parlent de leur sale besogne, ils ont raison. Ils ont raison. Ils font beaucoup de sale besogne. Et le génocide à Gaza, les attaques génocidaires au Liban et les attaques génocidaires contre l'Iran. Et tu te souviens, pendant la guerre, quand je t'ai parlé, je t'ai dit que c'était très proche de chez moi. Et tu connais Téhéran, je crois, assez proche de chez moi. Je dois vérifier le chiffre exact, mais quelque chose comme 65 ou 70 personnes ont été massacrées dans ce bâtiment, des familles, dont peut-être 20 ou 25 enfants. Je ne connais pas le nombre précis. Je dois vérifier, car chaque fois que j'en parle, je ne suis pas sûr des chiffres. Pour tuer une seule personne, ils ont massacré tout le monde dans le bâtiment. Et on peut aller d'ici jusqu'à là-bas. C'est une longue marche, mais c'est faisable. Ils ont soutenu cette attaque. Les Allemands, les Français, les Britanniques, les Américains. Les crimes qu'ils ont commis contre les Iraniens remontent à très longtemps. Mais les Iraniens, eux, n'ont jamais rien fait contre les Européens ou les Américains. Rien de comparable. Les Américains aiment dire qu'à Beyrouth, ils ont été attaqués par le Hezbollah. Eh bien, tout d'abord, le Hezbollah n'existait même pas à cette époque, comme il existe aujourd'hui. Entre 1982 et 1985, il était en train d'être créé. Mais dans tous les cas, ils occupaient le Liban. Ils occupaient le pays, et les habitants de ce pays résistaient. Ils ne peuvent pas reprocher à l'Iran la résistance du peuple libanais. Ils ne peuvent pas blâmer les Libanais de résister à l'occupation. Tout comme les Américains n'ont aucun droit de se plaindre que les Irakiens résistent à l'occupation. Que l'Iran les ait aidés ou non est sans importance. Ils ne sont pas en position de se plaindre. Mais les Iraniens ont-ils occupé un quelconque territoire des États-Unis ou de l'Europe? Y a-t-il des cimetières remplis de morts tués par des Iraniens? Il y a quelque temps, Max Blumenthal est venu en Iran et nous sommes allés au cimetière du sud de Téhéran, le cimetière de la guerre.
Et nous avons eu une longue journée. C'est en ligne, si vos téléspectateurs veulent le regarder. Cela dure environ 1 heure, où Max et moi faisons cette promenade. Je suis heureux qu'il soit dans votre émission. C'est un héros, un juif, un antisioniste, un être humain courageux. Et je pense que des personnes comme Max et Katie Halper et d'autres, il y a maintenant tant de juifs à l'avant-garde de la résistance contre l'apartheid et le génocide, que quiconque confond le judaïsme et le sionisme commet une grave injustice, étant donné le rôle que jouent les Juifs contre ce régime. Mais Max, lorsqu'il est venu en Iran, je crois que c'était pendant notre conversation, j'ai dit que toutes ces personnes mortes dans le cimetière et toutes celles qui sont mortes pendant la guerre contre Saddam Hussein, leur sang est sur les mains des Américains, du régime de Washington et des Européens. Parce qu'ils ont soutenu Saddam, ils lui ont permis d'attaquer le pays et de poursuivre la guerre avec l'Iran. Alors, les cimetières européens sont-ils remplis de personnes tuées par des Iraniens? Les cimetières américains sont-ils remplis de gens tués par des Iraniens? Avez-vous des milliers d'Européens et d'Américains morts à cause d'attaques au gaz? Mais nous, oui. L'Allemagne n'est donc pas en position de se plaindre des droits de l'homme ou du terrorisme, ou, vous savez, ce sont eux qui font le sale boulot. Ils font exécuter leur sale boulot par d'autres, et ils ont le sang de centaines de milliers d'Iraniens sur les mains. Ils ne sont donc pas plus civilisés que nous. Ils ne sont en aucun cas plus humains. Ils sont loin de nous en matière d'humanité. Les Iraniens, les Yéménites, le Hezbollah et la résistance en Irak, ils sont au sommet de l'humanité. Au sommet de l'humanité. Ce sont les seuls qui ont fait des sacrifices pour le peuple de Gaza, pour le peuple de Palestine. Le sang des Iraniens, des Irakiens et des Syriens a été versé avant que les Américains, les Israéliens et Erdogan ne portent l'État islamique et Al-Qaïda au pouvoir. Mais le peuple libanais et le peuple yéménite, leur sang a été versé pour le peuple de Gaza, pour arrêter le génocide. Pendant ce temps, les Européens et les Américains ont alimenté le génocide, et les pays de la région l'ont rendu possible. Ainsi, les Européens ne sont pas en position de faire la leçon à l'Iran sur quoi que ce soit. Et oui, le chancelier allemand a simplement exposé davantage les Allemands en déclarant que ce régime génocidaire et d'apartheid massacre au nom de l'Occident, au nom de l'Allemagne. Professeur Mohammad Marandi, vous savez, au Conseil de sécurité de l'ONU, il semble qu'ils vont parler de l'État palestinien. Et Netanyahou est sorti en disant qu'il rejette tout ce qui se passe à l'ONU. Mais après tout, en regardant la Palestine aujourd'hui et la réalité sur le terrain, comment une solution à 2 États est-elle même possible? À mon avis, regardez la Cisjordanie. Les colons s'en sont emparés presque entièrement et ils tuent des gens. Le génocide se produit en Cisjordanie, tout comme à Gaza. Et pourtant, ils parlent encore d'une solution à 2 États. Est-ce vraiment une option viable? Ils tuent des enfants en Cisjordanie. Littéralement, tous les jours, des enfants. Ils tirent sur des enfants. Entends-tu cela sur la BBC? Le vois-tu sur CNN? Le New York Times en parle-t-il? Le Guardian s'en plaint-il? Non. Les diplomates occidentaux sont-ils indignés? Non. Ils ont récemment assassiné une famille américano-libanaise dans le sud du Liban. 3 enfants et leur père, tous américains. Les médias américains ont-ils exprimé leur indignation? Non. Bien sûr que non. Le plan n'a jamais été d'avoir une solution à 2 États. Nima, ce n'a jamais été le plan. Les Européens n'ont jamais prévu de mettre en place une solution à 2 États. La solution à 2 États, dès le premier jour, était un mythe, destiné à gagner du temps pour que les Israéliens colonisent lentement la Cisjordanie. Et c'est ce qu'ils font depuis. Et maintenant, cela devient seulement plus brutal et plus agressif. Au cours des dernières années, c'est devenu, tu sais,
Ils sont devenus fous. Et tout le monde le voit, mais l'Occident le cache. Les réseaux sociaux occidentaux le cachent, les médias occidentaux le cachent, les régimes occidentaux le cachent parce qu'ils sont du côté des Israéliens. Souviens-toi, comme tu l'as souligné, le chancelier allemand a dit « Israël fait le sale boulot pour nous ». Ils sont dans le même camp. Ce génocide est un projet commun. C'est une opération conjointe. Personne ne devrait penser que cela est seulement mené par Netanyahou. C'est un génocide collectif. L'Occident collectif est derrière ce génocide en cours. Donc non. L'objectif, Alistair Crook, que j'espère tu pourras inviter un jour dans ton émission, il m'a dit cela. Je ne sais pas s'il l'a dit en ligne, mais il me l'a dit à plusieurs reprises. Lorsqu'il était en Palestine occupée, les Israéliens l'ont emmené en Cisjordanie, et il a visité certaines de ces villes, ces colonies. C'était il y a longtemps. Il a dit que ces gens étaient fous. Il a dit que les personnes les plus radicales, fanatiques et extrémistes étaient placées en Cisjordanie par le régime israélien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils ne partent jamais. Volontairement, bien sûr. L'intention était claire dès le premier jour. Penses-tu que quelqu'un croit que les Européens ne le savaient pas? Ils ont des diplomates, ils ont des ambassades, tu sais, ils ont été en Palestine. Ce sont de très proches amis. Ils savent exactement ce qui se passe. Ils ferment les yeux sur le génocide. Ils ferment les yeux sur le nettoyage ethnique. Ils ferment les yeux sur le vol. Parce que lorsqu'il s'agit des Palestiniens, le vol est légitime. Le massacre est acceptable. Sérieusement, je n'exagère pas. Massacrer des enfants libanais, même s'ils ont des passeports américains, aucun problème. Massacrer des enfants palestiniens, même s'ils ont des passeports américains, aucun problème. Les Américains n'ont aucun problème avec cela, ni les Européens. Personne ne devrait se faire d'illusions. Chaque diplomate européen, dans n'importe quelle ambassade, où que ce soit dans le monde, fait partie de ce génocide. Tous les journalistes occidentaux des médias traditionnels, chacun d'entre eux, font partie de ce génocide, car ils ont choisi délibérément, et choisissent encore, de fermer les yeux ou de nous empêcher de voir la réalité de ce qui se passe. Donc non, il n'y a jamais eu d'intention d'aller vers une solution à deux États, ni maintenant, ni il y a 2 ans, ni il y a 20 ans. L'objectif était de permettre au régime israélien de mener un nettoyage ethnique lentement. Mais aujourd'hui, le régime, devenu tellement fanatique et dément, a abandonné la méthode plus sophistiquée, lente et prudente, avec laquelle il tuait les gens et prenait leurs terres morceau par morceau. Maintenant, il agit de manière brutale. Il tue, il massacre. Nous sommes tous Amalek. Et c'est pourquoi, et c'est là leur erreur, parce que maintenant le monde s'est réveillé à la réalité de ce qu'est le régime israélien. C'est une colonie génocidaire. Les Juifs en Palestine viennent de différentes régions du monde. Ils ne sont pas des Sémites. Les Palestiniens sont les Sémites. Et tous les Juifs ne soutiennent pas Israël. Et tous les Juifs ne sont pas sionistes. Les gens se réveillent à cette réalité. Ils voient que c'est un régime génocidaire. Ils voient qu'il n'existe que depuis quelques décennies, parce que les gens lisent l'histoire, tout en regardant tous ces bébés morts. Et ils voient tous ces enfants déchirés. Ces enfants qui ont été déchirés. Et vous savez, bien sûr, les analystes occidentaux en plaisantent à la télévision, sur CNN. Ils parlent des bébés morts et rien. Et le public, leur public bien sûr, pas les gens ordinaires, rit de ces actes génocidaires. Mais les gens se réveillent. Ils voient qu'il s'agit d'un régime infiniment pire que l'Afrique du Sud de l'apartheid. Infiniment pire. C'est leur erreur fatale. Ils s'y sont pris d'une manière qui a provoqué un éveil mondial, et un éveil aux États-Unis même, qui est le principal sponsor du terrorisme, du racisme et du nettoyage ethnique. L'objectif, dès le premier jour, était de permettre au régime israélien d'agir, non d'entraver la colonisation. Mais le régime israélien est désormais insensé
incontrôlable et fanatique. Et c'est pourquoi je crois que le régime est en train de s'effondrer très rapidement. Nous avons appris que les gardiens de la révolution iranienne ont saisi un pétrolier lié à l'Azerbaïdjan dans le détroit d'Ormuz. Il semble que ce pétrolier soit associé à l'un des oligarques juifs ayant des liens étroits avec Aliyev en Azerbaïdjan. Selon vous, quel message les gardiens de la révolution iranienne ont-ils voulu faire passer en agissant ainsi? Eh bien, tout d'abord, je dois souligner, et c'est quelque chose que certains diplomates et responsables occidentaux, lorsqu'ils s'entretiennent avec moi, ne semblent pas comprendre ou reconnaître, que les gardiens de la révolution islamique ne prennent pas de décision. Les forces armées ne prennent pas de décision. Si un navire doit être arrêté, c'est une décision prise par l'État, et les forces armées exécutent cette décision. Cela n'a rien à voir avec des factions individuelles. Il n'y a donc pas de durs ou de réformateurs. C'est l'État. Et l'État comprend un large éventail de personnes qui débattent des questions et parviennent à une conclusion. S'ils ont arrêté un navire, il peut y avoir de nombreuses raisons. Une partie de la cargaison pourrait être du carburant iranien de contrebande qui a été pris et chargé sur le navire. Cela le rend illicite. Parce que vous le savez aussi bien que moi, le carburant iranien est fortement subventionné. Il y a donc une très forte incitation à la contrebande de carburant. Ils le font par la frontière afghane, par toutes nos frontières, une grande partie de notre essence en Iran, un type de carburant. L'essence en Iran coûte combien? Quelque chose comme 1 centime le litre. Oui, vos téléspectateurs montent probablement le volume. Ils pensent qu'ils ont mal entendu. L'essence en Iran coûte environ 1 centime le litre à peu près. N'est-ce pas? J'ai raison? Plus ou moins. Disons 1 centime et demi. 2 centimes. Mais autour d'1 centime. Donc une grande partie de ce carburant est passée en contrebande. Et une partie de celui-ci a pu être acheminée vers ce navire, puis les Iraniens ont décidé de l'arrêter. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles ce navire a été stoppé. Mais ce n'est pas une décision prise par un commandant quelque part. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'Iran. On m'a récemment dit, par une personne influente en Occident, disons, que lorsque l'Iran a signé l'accord au Caire pour coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, lorsque le ministre des Affaires étrangères est revenu en Iran, les Iraniens étaient mécontents et sont revenus sur l'accord. C'est absurde. Ces diplomates occidentaux inventent simplement des histoires. Lorsque le ministre des Affaires étrangères signe un document, cela signifie qu'il a un mandat. Ainsi, l'Occident, pour justifier le fait qu'il n'a pas respecté ses engagements, essaye de faire croire que le ministre des Affaires étrangères n'a pas de pouvoir, et que lorsqu'il signe ou dit quelque chose, on ne peut pas le prendre au sérieux. Non, il a signé un document. Il parle au nom de l'État. L'Iran n'est pas revenu sur l'accord. Ce sont les Européens qui s'en sont retirés. Mais ils aiment dire ce genre de choses pour justifier le fait qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils mentent aux Iraniens. Ils disent, si vous signez cet accord, nous coopérerons et nous résoudrons le problème. Et lorsque l'Iran l'a signé, ils n'ont pas tenu parole. Donc nous n'avons pas d'acteurs incontrôlés en Iran. Qu'il s'agisse des forces armées, du ministère des Affaires étrangères ou de toute autre partie de l'État, tout est structuré. N'importe qui peut le lire dans la Constitution. On peut la trouver en ligne. Donc, que ce soit les gardiens, les forces armées, l'armée de l'air, la marine, la police ou le système judiciaire, tout ce qui se fait en Iran est semblable à ce qui se fait en Occident. L'un des messieurs avec qui je parlais, celui que j'ai mentionné plus tôt, m'a dit « En Iran, les services de renseignement peuvent arrêter quelqu'un, mais le ministère des Affaires étrangères peut s'y opposer.
Et je lui ai répondu, en Occident, pensez-vous que le ministère des Affaires étrangères décide des arrestations? Il y a une jeune Iranienne, vous savez, cette jeune fille qui a été arrêtée pendant plus d'1 an, je crois. Elle a été détenue à l'isolement en France et vient tout juste d'être libérée. D'après ce que j'ai compris, elle n'a toujours pas le droit de quitter le pays. Madame Esfandiari, ou quelque chose comme ça. Elle a passé 1 an et demi en prison, en isolement. Il est évident qu'elle était détenue pour des raisons politiques. Les services de renseignement français l'ont clairement prise en otage pour obtenir un levier sur l'Iran. Mais cela signifie-t-il que le ministère français des Affaires étrangères a pris la décision? Bien sûr que non. Le ministère des Affaires étrangères agit dans le cadre que l'État français détermine, pour le meilleur ou pour le pire. Il en va de même en Iran. Nous n'avons pas d'éléments incontrôlés. Si quelqu'un est arrêté en Iran, ce ne sont pas les gardiens ni qui que ce soit d'autre. C'est l'État. Et s'il y a des négociations et que l'Iran signe un document, ce n'est pas une faction qui le fait. C'est l'État. Mais c'est quelque chose que l'Occident ne veut pas reconnaître, car il veut toujours voir l'Iran comme anormal, afin de justifier sa propre non-conformité, justifier le refus d'avancer vers la résolution des problèmes et justifier un comportement agressif dans l'espoir que d'une manière ou d'une autre, le problème disparaisse. Et il ne disparaîtra pas, car l'Iran deviendra plus fort et se tournera vers de nouveaux partenaires. Nous voyons déjà comment, au sein de la majorité mondiale, de nouvelles amitiés et de nouveaux partenariats se forment, au détriment de l'Occident, en raison de son arrogance, de sa nature abusive et de ses politiques meurtrières. J'espère qu'en Occident, nous pourrons en apprendre davantage sur la politique intérieure de l'Iran et sur ce qui s'y passe réellement. Beaucoup de gens en dehors de l'Iran pensent que le pays se résume, vous savez, chaque fois qu'ils parlent de l'Iran, de la Russie ou de la Chine, à une sorte de dictature. Mais les critiques les plus sévères viennent en réalité de l'intérieur de l'Iran. Si l'on regarde les médias iraniens aujourd'hui, beaucoup de personnes critiquent librement les politiques gouvernementales. Pourtant, quand on observe la manière dont l'Occident perçoit l'Iran, on a l'impression qu'il croit que l'État contrôle tout. Je ne sais pas combien de temps il nous faudra pour clarifier cela, pour que les publics occidentaux comprennent la réalité de l'Iran. Aujourd'hui, malgré toutes les différences entre la gauche, la droite et le centre en Iran, nous savons, comme vous l'avez mentionné, que c'est finalement l'État qui prend les décisions, avec tous ces groupes qui se réunissent pour déterminer l'avenir du pays. Mais cela reste encore mal compris en Occident. Ce n'est en réalité pas très difficile, Nima, avec l'IA. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur différents canaux Telegram appartenant à divers sites d'actualité iraniens et à des militants politiques et de voir ce qu'ils écrivent. Ils les traduiront maintenant. Récemment, j'ai vu certaines des émissions auxquelles j'ai participé, traduites en espagnol et dans d'autres langues grâce à l'IA utilisant ma voix. Tu sais, le monde change. Ce n'est pas si difficile. Il est safety that it's utamazdu si kenugnam, sphere madam titekenabrots, bosa, maringer, et nalbu, sore think, si overtintinchen. Mais vous savez, juste hier, je crois que c'était le professeur Falk, il a été arrêté au Canada. Il a 95 ans, et je crois qu'il est juif. Il enquêtait sur quelque chose de mon côté. Je n'ai malheureusement pas lu les nouvelles. Mais il se rendait au Canada pour examiner leur rôle ou pour enquêter sur leur rôle dans le génocide. Peut-être que je me trompe. Je ne connais pas les détails. Mais le fait est qu'ils ont arrêté un homme de 95 ans, un professeur qui travaillait pour l'ONU. C'était un enquêteur de l'ONU. Et ensuite, les Canadiens ont eu l'audace de parler des droits de l'homme aux Iraniens. Le masque est tombé. L'illusion n'existe plus.
Ils ne sont pas en position de nous parler des droits de l'homme. Ils ne sont pas en position de parler du Hezbollah comme d'une sorte d'organisation terroriste. Le Hezbollah est l'étoile brillante de l'humanité. Ils sont allés se sacrifier, eux et leurs familles, parce que le régime génocidaire a pris pour cible leurs proches afin de détourner les forces israéliennes de Gaza, pour arrêter, pour alléger la pression sur les enfants de Gaza, pour réduire le nombre d'enfants massacrés. Et ensuite, ils vont arrêter un homme de 95 ans qui veut enquêter sur le rôle que le Canada a joué dans l'Holocauste à Gaza. Et ensuite, ils ont l'audace de nous parler des droits de l'homme. Ils ont l'audace de me parler ou de parler à d'autres qui ont survécu à des attaques chimiques, des droits de l'homme. Est-ce que l'un de nos missiles a détruit des immeubles d'habitation en Allemagne, aux États-Unis, en France ou au Royaume-Uni? Avons-nous jamais approuvé des frappes aériennes contre leur pays, contre leurs installations nucléaires? Avons-nous soutenu un holocauste quelque part? Avons-nous soutenu un génocide? Eux, oui. Ils ne sont donc pas en position de parler des droits de l'homme. Dans leur pays, ils marchandisent les femmes. Ils objectivent les femmes. C'est une politique, au nom de l'émancipation. Ils sexualisent les femmes. En Iran, malgré tous ces problèmes, l'objectif n'est pas de permettre que les femmes soient marchandisées, sexualisées et objectivées. Comme je l'ai dit plus tôt, dans mon département, enfin, je suis affilié à un département et membre d'un autre, dans deux facultés différentes de l'Université de Téhéran. Les personnes recrutées ces dernières années dans ces deux départements où je suis impliqué, la majorité d'entre elles sont des femmes. La plupart des jeunes universitaires dans ces départements sont des femmes. Mais l'image qu'on en donne en Occident est complètement différente. C'est comme lorsque les Israéliens ont fait s'effondrer ces bâtiments et massacrer des gens, puis ont déclaré qu'il s'agissait d'un coup de maître du renseignement ou de frappe de précision. Quoi? Les gens ne savent pas qu'un général habite dans cet immeuble. Ce n'est pas un coup d'intelligence. C'est de la folie. La folie d'un régime qui considère tous les autres comme des sous-hommes. Et l'Occident approuve cette vision du monde. Ainsi, ils peuvent tuer des enfants, et ils le font depuis des décennies. Mais au cours des 2 dernières années, ou même plus de 2 ans maintenant, ils l'ont fait à une telle échelle que même ceux qui dormaient profondément auparavant se sont réveillés face à la réalité. Et ceux qui refusent encore d'accepter la réalité, leurs cœurs sont si sombres et si endurcis que, quels que soient les crimes commis, ils ne les reconnaîtront pas. Professeur Marandi, permettez-moi de vous poser une question différente. Lorsque vous regardez la situation en Ukraine et la guerre avec la Russie, pensez-vous que l'Occident, en considérant les Européens avec les États-Unis, tire des leçons de la guerre en Ukraine, qui pourraient selon vous lui être utiles en ce qui concerne l'Iran et la Chine, ou le Moyen-Orient, ou encore d'éventuelles nouvelles guerres qu'il pourrait envisager? Voyez-vous, à votre avis, le moindre signe qu'ils apprennent quelque chose de la guerre en Ukraine? Non, non. Vous savez, encore une fois, je ne veux pas entrer dans les détails, car ces Occidentaux à qui j'ai parlé récemment, je ne veux pas qu'ils se sentent embarrassés. Mais nous avons eu une discussion sur l'Ukraine, et j'ai dit, vous savez, la chose intelligente à faire serait de mettre fin à la guerre. Et ils ont répondu, eh bien, après tout ce que les Russes ont fait. J'ai dit, eh bien, c'est vous qui avez commencé. Vous n'auriez pas dû mener le coup d'État. Vous avez déclenché cette guerre au nom des États-Unis. Et maintenant que le nouveau gouvernement américain s'est détourné, vous refusez toujours d'abandonner. Ils ont parlé des Russes qui auraient tué quelqu'un par empoisonnement. J'ai dit, vous avez gazé des Iraniens pendant des années. Vous avez aidé Saddam à gazer l'Iran pendant des années.
Vous n'avez aucune autorité morale pour vous plaindre que la Russie ait tué quelqu'un, prétendument au Royaume-Uni ou ailleurs. Des centaines de milliers de personnes en Ukraine meurent à cause de vos gouvernements. Terminez-en. Vous avez perdu la guerre. Limitez les dégâts. Finissez-en une bonne fois pour toutes. Oui, vous devez faire des concessions. Vous avez perdu. Mais non, les Européens, dans leur arrogance, pensent qu'ils doivent gagner. Ils doivent toujours gagner. Et pour eux, la moralité n'est pas un sujet. Ces régimes comptent parmi les plus immoraux de la planète. Gaza l'a prouvé sans le moindre doute. Mais dans leur arrogance, ils ne peuvent accepter la réalité. Ils ne peuvent pas vaincre la Russie. Ils ne peuvent pas accepter la réalité que sur le plan moral, l'Iran, le Hezbollah, le Yémen, la résistance, les actes de résistance, les surpassent de très loin en stature morale. Nous ne jouons pas dans la même catégorie. Mais ils ne pourront jamais l'admettre, parce qu'ils sont en quelque sorte comme les sionistes. Ils se voient comme exceptionnels, plus civilisés. Et à cause de cela, ils ne peuvent tout simplement pas accepter la réalité. Ils ne peuvent pas négocier en fonction de la réalité. Ils ne peuvent pas penser en fonction de la réalité. Ils ne peuvent pas interagir avec d'autres, comme les Iraniens, en fonction de la réalité. Ce n'est pas possible pour eux. Et ils ne peuvent pas mettre fin au conflit et accepter la réalité, parce qu'ils se disent non, d'une manière ou d'une autre, nous devons gagner. Eh bien, vous n'allez pas gagner. Tout ce que vous faites, c'est détruire l'Ukraine de façon permanente, ruiner vos propres économies, appauvrir vos propres populations et tuer aussi des Russes ordinaires. Mais non, ils n'ont pas compris. Ils devront se confronter à la réalité, car cette politique ne réussira pas. Le monde se retourne contre l'Occident. Et Trump peut s'en prendre au Venezuela, puis bombarder le Nigeria et, je ne sais pas, occuper l'Afrique du Sud. Au bout du compte, cela ne se pas bien pour l'Empire. C'est un empire en déclin et il s'agite. Mais plus il s'agite, plus il devient destructeur et plus la chute sera rapide. Tu es en sourdine, Nima. En fait, je viens de remarquer que j'utilise le mauvais micro sur mon système, parce que c'est la première fois que j'utilise ce site. C'est pour ça que je ne sais pas quelle était la qualité de ma voix pendant la discussion. Ta voix était excellente pour moi tout du long. Il n'y a eu qu'1 ou 2 secondes où tu as été coupé. Depuis le début de l'émission, tout me semblait normal. Je ne sais pas pour tes téléspectateurs. Oui. Merci beaucoup, professeur Mahandi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de vous parler à nouveau. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un honneur, toujours un plaisir, et je suis très reconnaissant envers vos téléspectateurs de m'avoir écouté. À bientôt, professeur. À bientôt.